Calendes de novembre, 178 de notre ère. Le soleil est un fantôme pâle au-dessus du Rhin, en Germanie inférieure. Une brume glaçante, née des eaux sombres et des vastes marécages de la frontière, s'accroche au monde comme un linceul. Elle étouffe tous les sons, avalant les croassements des corbeaux et transformant les denses forêts de chênes en un royaume de spectres mouvants et gris. À travers ce paysage spectral, une bande de guerriers se déplace avec la confiance tranquille des loups. Ce sont des chattes, leurs longs cheveux emmêlés de graisse et d'argile, leurs corps endurcis par une vie de raids et de chasse. À leur tête se trouve Gundovald, un chef dont l'ambition brûle plus fort que ses années. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'hiver, sont fixés sur une forme émergeant lentement du brouillard, la forteresse romaine, Vetera Castra. Elle se dresse d'une manière surnaturelle contre les courbes sauvages du paysage, un témoignage d'une géométrie de pouvoir étrangère. Ses remparts de terre et ses palissades de bois s'élèvent de la terre, ponctués par les angles vifs des tours de guet. Pour Gundovald et ses hommes, c'est un spectacle curieux, presque risible. « Regardez-le » ricane un guerrier nommé Thrasamund, sa main posée sur le pommeau de sa longue épée de fer. Une enclos pour le bétail. Nos oppidans s'étendent main sur le pays, embrassant la terre. Ils construisent des cages pour eux-mêmes. Des rires, bas et gutturaux, parcourent la bande de guerriers. Ils voient les angles précis à 90 degrés, les fossés rigides, l'agencement discipliné, et ils voient la faiblesse. C'est trop petit, trop contenu. Il n'y a pas de chaos, pas de force sauvage. Les sentinelles qui arpentent les remparts sont peu nombreuses. Leurs casques polis et leurs crêtes rouges, apparaissant et disparaissant dans la brume, telles des étincelles fugaces. Elles se déplacent avec un rythme prévisible, une patrouille mécanique qui ne parle pas de vigilance, mais d'ennui. Gundovald lève une main pour faire taire. Il a entendu les histoires des marchands et des déserteurs. Le grand empereur, Marcus Aurèle, a saigné les légions du Rhin pour ses guerres contre les Marcomanns et les Quades sur le lointain Danube. La force principale de cette province, la puissante 30e légion Ulpia Victrix, est dispersée, ses cohortes en patrouille prolongée ou envoyées à l'est pour combattre dans la Grande Guerre germanique. Vetera, autrefois un bastion pour des milliers d'hommes, n'est maintenant gardé que par une équipe squelette, peut-être une seule cohorte. Avait Ivy dit les éclaireurs 500 hommes, peut-être moins. 500 Romains pour tenir une forteresse construite pour 5000. L'idée est enivrante. Depuis une génération, les chattes testent cette frontière, lançant des raids rapides et brutaux pour le butin et la gloire. Ils avaient appris à craindre les légions en plein champ, où la machine romaine de boucliers, de javelots et d'épées pouvait broyer n'importe quelle bande de guerriers. Mais ceci était différent. C'était une opportunité murmurée par les dieux eux-mêmes. Ils se cachent derrière leurs murs parce qu'ils sont peu nombreux, déclare Gundovald, sa voix tranchant l'air humide. Ce sont des moutons qui se font passer pour des loups. Nous allons abattre leur clôture et prendre le troupeau pour nous-mêmes. Ces hommes frappent leurs lances contre leurs boucliers recouverts de peau, le son, un thump sourd et affamé dans le silence oppressant. Ils voient les greniers, les armureries, les casernes. Ils voient la richesse, les armes et les esclaves romains. Tous attendant à l'intérieur de cette boîte en bois bien rangée. La moquerie dans leur cœur se transforme déjà en avidité. À l'intérieur de ces murs, l'air est chargé d'une tension d'un autre genre. Le centurion Lucius Valerius Aquila, de la 9e cohorte des Bataves, se tient sur le rempart de la Porta Praetoria, la porte principale. C'est un homme sculpté par la frontière elle-même, son visage une carte routière de vieilles cicatrices et de cuir blanchi par le soleil. Vétéran des campagnes parthes et des guerres brutales sur le Danube, il connaît la sensation d'une paix trompeuse. La brume, le silence, c'est le manteau d'un prédateur. Sa cohorte, la 9e cohorte des Bataves, est l'une des meilleures unités auxiliaires sur le Rhin. Recruté parmi les tribus féroces des Bataves, il possède l'esprit de combat sauvage des Germains, mais il a été trempé
et forgés dans le creuset de la discipline romaine pendant plus d'un siècle. Pourtant, ils ne sont qu'une cohorte, 480 hommes, pour être précis, tenant une forteresse conçue pour 10 fois leur nombre. Un Optio, son subordonné, tape ses caligae cloutés sur la passerelle en bois. C'est calme comme un tombeau dehors, centurion. Les Germains doivent dormir dans leur hutte, effrayés par le froid. Aquila ne se retourne pas. Son regard balaie le mur impénétrable de brouillard blanc au-delà des pieux aiguisés du fossé défensif. « Un tombeau est silencieux, Optio, » répond-il, sa voix un gravelet bas, jusqu'à l'instant où il s'ouvre. Il sent les regards sur eux. Il peut sentir le poids de 1000 guerriers affamés qui les pressent depuis l'obscurité, leur rire et leur mépris portés par le vent, inaudibles mais profondément ressentis. Il sait qu'il voit une cage. Il sait qu'il voit de la faiblesse. Sa main se serre sur le pommeau de son gladius. Qu'ils viennent. Ils apprendront bientôt ce qui arrive quand on dérange un nid de guêpes. Le silence est rompu, non par un corps de guerre, mais par un son bien plus primal. Il commence par un bourdonnement grave, une vibration ressentie dans le ventre, puis s'élève dans la cacophonie terrifiante du barytus, le cri de guerre germanique. C'est le son de loups hurlant, de glace qui grince, de 1000 voix rugissant à l'unisson, une vague d'intimidation sonore pure conçue pour briser les nerfs des hommes inférieurs. Depuis le voile gris de la brume, les chattes émergent. Pas en ligne nette, mais comme une marée chaotique et vivante de cuir, de fer et de fureur. Ils déferlent de la lisière des arbres, une nuée de centaines, leurs visages peints tordus en masques de joie féroce. Sur le rempart, un jeune auxiliaire batave nommé Crixus serre si fort son bouclier ovale que ses jointures blanchissent. Son cœur bat à tout rompre contre ses côtes, un battement de tambour frénétique face au rugissement de l'ennemi. Il a combattu dans des escarmouches, mais ceci est un océan de rage qui menace de les noyer tous. Il jette un regard à son centurion. Lucius Valerius Aquila se tient comme enraciné sur la passerelle en bois, son expression illisible. Il ne crie pas. Il ne rassemble pas ses hommes avec des discours désespérés. Son autorité est absolue, son calme, une forteresse en soi. Archer, sa voix tranche nette dans le vacarme. Au tour d'angle. Attendez le signal. Une douzaine d'hommes, principalement des recrues syriennes connues pour leur habileté à l'arc composite, se précipitent en position. Équipage de scorpions, chargez les carreaux. Visez les chefs, ceux qui portent les casques les plus ornés et ont la plus grande gueule. Les petites pièces d'artillerie, semblables à des arbalètes surdimensionnées, sont pivotées en position, leurs mécanismes gémissant lorsqu'elles sont tendues. La première vague de guerriers chattes déferle, une ligne désordonnée d'hommes hurlant, brandissant lances et haches. C'est une démonstration de force méprisante, un test destiné à faire plier la mince ligne romaine. Ils s'arrêtent juste au-delà de la portée des javelots, lançant des insultes et des pierres qui s'écrasent là sans danger contre la palissade. Gundovald est visible parmi eux, dirigeant la reconnaissance, un sourire suffisant aux lèvres alors qu'il observe les Romains. Piégés. « Retenez le feu !» ordonne Aquila, sa voix ferme. « Laissez-les s'approcher. Laissez leur arrogance causer leur perte. » Il observe les Germains, analysant leurs mouvements, leur manque de cohésion. Ce n'est pas une armée, c'est une foule. Une foule puissante et mortelle, mais une foule néanmoins. Les chattes, enhardies par l'absence de réponse, se lancent à nouveau en avant. Une grêle de lances et de haches lancées pleut sur eux, s'enfonçant dans les remparts de bois et les épais boucliers des auxiliaires. Un soldat malchanceux pousse un cri, une tête de hache plantée dans son épaule, et est immédiatement ramené de la ligne par ses camarades. Maintenant, dit Aquila, le seul mot aussi tranchant qu'une lame. Le cornu romain souffle une note unique et perçante. Sur les tours, les arcs crissent à l'unisson. Une volée de flèches décrit un arc de cercle élevé, sifflant dans l'air humide, avant de plonger dans les rangs allemands serrés.
Des cris de douleur remplacent les hurlements d'agression. Simultanément, les deux scorpions tirent. Leurs lourds carreaux, épais comme le poignet d'un homme, déchirent l'air avec un hurlement terrifiant et s'abattent sur la ligne des chattes. Un carreau empale un chef, le traversant net à travers son bouclier et sa poitrine, le clouant à l'homme derrière lui dans une macabre démonstration de puissance mécanique. Les chattes vacillent, leur charge chaotique momentanément perturbée. Ils sont maintenant à moins de 50 pieds du fossé défensif, leur élan brisé. Premier et deuxième siècle, rugit Aquila, sa voix explosant enfin avec la force du commandement. Pila! Sur le rempart, 200 hommes n'en font qu'un. Dans un mouvement unique et fluide, perfectionné par d'innombrables exercices, ils lèvent leurs lourdes lances de jet. Les hampes de fer et les pointes lestées brillent faiblement dans la lumière grise. Mythe, jeté. Une forêt de javelots jaillit du mur. Le son n'est pas un choc d'acier, mais un bruissement lourd et unifié suivi d'une série écœurante de coups sourds et de craquements. Les pilas soigneusement conçus font leur travail. Les coups en fer doux se plient à l'impact, rendant les boucliers inutiles et empalant les hommes derrière eux. Le premier rang de l'assaut des chattes cesse tout simplement d'exister, transformé en un mur tortueux de bois brisé, de cuir transpercé et d'hommes hurlants. La charge s'effondre en une déroute paniquée. Les guerriers qui, quelques instants auparavant, riaient de la cage romaine, retournent maintenant en rampant vers le brouillard, piétinant leurs propres blessés dans leur hâte d'échapper à la mort disciplinée qui s'échappe de ces murs. L'attaque dure moins de 5 minutes. Quand elle est terminée, le sol devant Vétéris est jonché de dizaines de corps de chattes. Le silence qui revient est plus lourd maintenant, rempli des gémissements des mourants. Gundovald se tient au bord de la forêt. Son visage est un masque d'incrédulité et de fureur. Le sourire narquois a disparu. Ce n'était pas une cage de moutons, c'était un nid de guêpes et il venait de le frapper. Sur le mur, Aquila observe l'ennemi se regrouper. Il se tourne vers Crixus, dont la peur a été remplacée par une concentration sombre, alimentée par l'adrénaline. « Occupe-toi des blessés », ordonne le centurion, « et apporte plus de javelots à la ligne. » Ce n'était qu'une salutation. Gundoval n'est pas un imbécile. La repoussée sanglante initiale a dissipé son mépris, le remplaçant par une rage froide et latente. Il comprend désormais l'arithmétique létale de la forteresse romaine. Ce n'est pas un mur passif, c'est un terrain de mise à mort militarisé. Chaque angle, chaque fossé, chaque tour a été conçu pour canaliser les assaillants dans des zones où quelques-uns peuvent massacrer beaucoup. Il contemple le bois et la terre, ne voyant plus une enceinte, mais un casse-tête qu'il doit résoudre avec la vie de ses hommes. La moquerie a cessé, le siège a commencé. Pour le reste de la journée, les chattes changent de tactique. Fini les charges massives et indisciplinées. Au lieu de cela, ils envoient en avant des tirailleurs en formation lâche, des hommes armés d'arcs et de frondes, tentant de supprimer les défenseurs romains par des tirs de harcèlement. Ils utilisent la brume persistante et la couverture des bois denses à leur avantage, s'élançant à l'intérieur et à l'extérieur de la portée, leurs flèches n'étant guère plus qu'une nuisance contre les grands scutas et les remparts de bois des Romains. À l'intérieur de Vétéra, le centurion Aquila orchestre sa défense avec une efficacité brutale. Il fait tourner ses hommes, s'assurant qu'aucune centurie ne reste sur le mur assez longtemps pour que la fatigue s'installe. Les archers syriens se mesurent à leurs homologues germaniques, leurs puissants arcs composites, surpassant en portée les arcs longs en bois plus simples des chattes. De temps à autre, un guerrier chatte devient trop audacieux, et un carreau de Scorpio en fait un exemple, son vol rappelant brutalement l'ingénierie romaine. Alors que le crépuscule commence à teinter le ciel gris de pourpre et d'orange, Gundovald adopte une nouvelle stratégie. Sous le couvert de la lumière déclinante et d'une volée de tirs de harcèlement, un grand groupe de guerriers se précipite, non pas avec des épées et des lances, mais avec des fagots de branches sèches et des peaux d'animaux enduites de pois,
Ils ne chargent pas la porte, mais descendent dans le fossé défensif extérieur, cherchant la sécurité relative du terrain mort sous le rempart. Crixus, le jeune Batavien, les observe depuis sa position sur le mur. « Centurion, ils sont dans le fossé. Ils veulent mat ou brûler. » Aquila hoche la tête d'un air sombre. C'était le mouvement prévisible. « 3e et 4e Century » hurle-t-il, sa voix portant le long de la palissade. « En fort, maintenant !» De l'arrière, les soldats traînent de lourds pots en argile, non pas remplis de vin ou d'huile, mais d'un mélange nauséabond de chaux vive et d'eau. C'est une arme de défense de siège rudimentaire mais efficace. Alors que les guerriers châtis en bas commencent à empiler leurs petits bois contre la base du mur de bois, préparant leurs torches, Aquila donne l'ordre. « Versez !» Les auxiliaires romains hissent les lourdes amphores par-dessus le rempart. Les jarres se brisent au sol, projetant la pâte caustique blanche sur les germains surpris. L'effet est immédiat et horrible. Le mélange de chaux vive réagit violemment avec l'humidité de leur peau et de leurs yeux, provoquant de graves brûlures chimiques. Des cris d'agonie, bien pires que ceux causés par une lame quelconque, résonnent depuis le fossé. Les hommes lâchent leurs torches, se grattant le visage tandis que leur peau se couvre de cloques et se détache. L'assaut organisé se dissout en une panique aveugle et chancelante dans l'obscurité de la tranchée. Mais Gundovald est implacable. Alors que les cris venant du fossé s'estompent, une nouvelle menace émerge. Un lourd et rythmique martèlement commence à résonner en provenance de la Porta Praetoria. Sous le couvert d'un mur de boucliers, une tortue rudimentaire de boucliers de cuir superposés, une équipe de ses guerriers les plus forts fait avancer un bélier, un tronc de chêne massif fraîchement abattu. « Ah, ils sont à la porte principale !» crie Lopsio, la voix tendue par l'alarme. « Laissez-les venir !» dit Aquila, le regard fixé sur le mur de boucliers qui avance lentement. Il se tourne vers l'équipage du Scorpion sur la tour surplombant la porte. « Visez le bélier, visez l'avant, essayez de le fendre. » L'équipage travaille fiévreusement, hissant la machine et chargeant un autre carreau. Le Scorpion tonne et le carreau hurle vers sa cible. Il frappe l'avant du tronc avec un craquement terrible, brisant un énorme morceau de bois, mais sans arrêter son élan. Les Germains rugissent de triomphe et redoublent d'efforts, le battement rythmique, battement, se rapprochant. La porte, faite de chêne épais, cerclée de fer, gémit sous le premier impact. Puis, le second. Un craquement de bois résonne à travers le fort. Crixus et les autres hommes du 1er siècle se tiennent prêts, derrière la porte, leurs boucliers verrouillés, leurs lances pointées, formant un mur de chair et d'acier pour faire face à tout ce qui arrivera. L'air est épais de l'odeur de la sueur, de la peur et du bois qui se fend. Les coups rythmés sont le battement de cœur de leur propre destin imminent. Aquila sait que la porte ne tiendra pas éternellement. « Crixus !» crie-t-il par-dessus le vacarme. « Dis aux hommes de se tenir prêts, ils ne briseront pas cette cohorte, ils ne feront que se briser eux-mêmes contre elle. » Le centurion dégaine son gladius. L'acier poli accroche la lumière vacillante des torches, une écharde d'ordre romain mortel dans un monde qui sombre dans la violence chaotique. Le temps de la défense à distance était révolu. Bientôt, ce serait du fer contre du fer, la discipline contre la fureur. Le bruit du bélier contre la Porta Praetoria est un battement de cœur monstrueux qui compte les derniers instants de la cohorte. Crac. La barre extérieure éclate, projetant des éclats de bois vers l'intérieur. Boum. Les gonds de fer gémissent, tendus jusqu'à leur point de rupture. Aquila se tient juste derrière la ligne de ses bataves, les jointures blanches sur la garde de son épée. Il peut voir la peur dans les grands yeux des jeunes recrues, mais il peut aussi voir la détermination sombre de leurs mâchoires. Ce sont des bataves. Ils sont nés dans cette terre sauvage et ils ne la céderont pas facilement. Avec un dernier fracas catastrophique, la porte cède. Les lourdes portes de bois sont projetées vers l'intérieur, arrachées de leurs gonds, créant un goulot d'étranglement déchiqueté de bois brisé et de fer. Pendant un battement de cœur, le silence règne. Puis, avec un rugissement unifié et guttural qui fait trembler la terre elle-même,
Les chattes se déversent dans la brèche. Ils sont l'élite de la bande de guerre de Gundovald, d'énormes guerriers berserkers, certains torse nus malgré le froid, leur corps peint de symboles redoutables. Ils se jettent bas dans l'ouverture, s'attendant à inonder la cour et à submerger les défenseurs par leur nombre écrasant et leur férocité. Ils rencontrent un mur. C'est un mur de grands boucliers courbés, imbriqués si étroitement que même la pointe d'un couteau ne pourrait y trouver de prise. C'est un mur de haine disciplinée, le premier rang des bataves à genoux, leurs boucliers calés contre le sol, le second rang debout derrière eux, leur propre bouclier couvrant la tête des hommes devant. De cette barrière apparemment impénétrable surgit une haie de pointes de lance, un accueil étincelant et mortel. La première vague de guerriers châtis, portée par son propre élan, vient se fracasser contre la ligne romaine. L'impact est brutal. Les lances se brisent, les boucliers gémissent, mais la ligne tient. Elle cède peut-être d'un pied, mais elle ne rompt pas. Avant que les Germains ne puissent dégainer leurs longues épées et leurs haches dans la mêlée, la voix d'Aquila tranche le chaos comme le son d'une trompette. Premier rang, Ias, tranchant. D'un seul homme, les Bataves, agenouillés, enfoncent leurs glaives courts et larges dans un mouvement de frappe synchronisé et brutal. Ils ne balancent pas, ils frappent avec une force létale, visant bas, à l'aine, à l'estomac, aux cuisses non protégées, sous les boucliers allemands. L'attaque est d'une efficacité brutale. Des cris de choc et d'agonie éclatent à l'avant de la foule allemande alors que des hommes s'effondrent, se tenant à des blessures horribles. « Reprenez! Deuxième rang! Lancez !» Le rang debout pousse maintenant par-dessus les têtes et les boucliers des hommes de devant, leurs lances plus longues trouvant gorges et visages dans la masse compacte d'assaillants. Les chattes sont piégées dans le goulot d'étranglement de la porte brisée. Ils ne peuvent pas manier correctement leurs armes plus grandes et ils ne peuvent pas utiliser leur nombre supérieur. Ils sont livrés, quelques-uns à la fois, à un hachoir à viande romain. Crixus est au deuxième rang. Un guerrier châti énorme, le visage masqué par la rage, écarte une lance et se dresse au-dessus du mur de bouclier, sa hache levée haut. Crixus n'hésite pas. Il pousse vers le haut, avec son gladius, un mouvement pratiqué 1000 fois sur les champs d'entraînement. La pointe glisse sous la mâchoire du guerrier, remontant dans son crâne. Les yeux de l'homme s'écarquillent de surprise, la hache tombant inoffensivement de sa prise, alors qu'il s'effondre en arrière sur ses camarades. Crixus retire sa lame avec un bruit humide et reprend immédiatement sa position, son souffle court et saccadé. Son monde entier réduit aux quelques mètres de sol ensanglanté devant lui. Depuis les remparts au-dessus de la porte, la bataille prend une nouvelle dimension. Les 3e et 4e centuries, n'ayant plus besoin de défendre les murs, reportent leur attention vers l'intérieur. Ils commencent à faire pleuvoir la mort sur la masse compacte de Germains entassés devant la brèche. Des javelots, de lourdes pierres et même des amphores de chaux vives caustiques sont lâchés directement sur la tête des guerriers, attendant d'entrer dans la mêlée. Les châtis sont maintenant attaqués de front et par le dessus, pris au piège d'une boîte de mort parfaitement conçue. Gundovald, observant à une distance de sécurité, ne peut que regarder avec horreur. Ses meilleurs guerriers sont massacrés méthodiquement. Pour chaque Romain qui tombe, 10 de ses hommes sont abattus. Le rythme discipliné de la cohorte, poussée, récupération, est inexorable. Le tas de morts et de mourants germaniques dans la porte grossit tellement qu'il devient une nouvelle barricade, plus macabre. Les rugissements furieux de sa bande de guerre se transforment en cris de frustration et de douleur. Ils avaient renforcé la cage pour découvrir que les frelons à l'intérieur étaient bien plus mortels qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Le combat à la porte devient un cauchemar lugubre et d'attrition. La cohorte romaine, un organisme unique aux multiples membres, continue son travail. Lorsqu'un homme au premier rang tombe, épuisé ou blessé, il est immédiatement retiré
et un soldat frais du 3e rang s'avance pour combler sans heurts le vide. C'est le système de rotation des légionnaires, pratiqué à la perfection. Les chattes n'ont pas un tel mécanisme. Leurs guerriers se battent jusqu'à la mort, ou jusqu'à ce que leur force les abandonne, leur rage berserker initiale s'écoulant lentement sur le sol boueux et ensanglanté. Le centurion Aquila est un tourbillon de violence contrôlée. Il se déplace derrière ses hommes, sa voix un flot constant d'encouragement et d'ordre, une ancre solide dans la tempête du combat. Il abat personnellement un guerrier châti qui parvient à escalader le mur de bouclier, son glaive se déplaçant avec la précision économique d'un maître boucher. Il n'est pas seulement un commandant, il est l'incarnation de la volonté de survie de la cohorte, sa présence une promesse visible que la ligne ne rompra pas. La pile de corps dans la porte est maintenant un véritable obstacle. Les châtis doivent escalader les cadavres de leurs propres parents pour atteindre les boucliers romains, leurs pieds incertains, leurs attaques de plus en plus désespérées et maladroites. La puanteur du sang, de la sueur et des viscères est écrasante. L'élan initial de leur assaut a complètement disparu, remplacé par une impasse brutale et acharnée qui leur coûte cher. Depuis l'arrière de l'ost allemand, Gundovald observe le massacre. La fierté et la fureur ont quitté son visage, ne laissant que le regard pâle et écœuré d'un joueur qui a tout perdu sur un seul pari arrogant. Il avait vu le petit fort et son équipage squelettique comme un prix facile. Il avait confondu l'efficacité romaine avec la faiblesse. Maintenant, la fureur disciplinée de cette seule cohorte démantelait systématiquement toute sa bande de guerre. Ses meilleurs combattants, les hommes qui lui avaient fallu la renommée parmi les tribus, étaient jetés dans une machine qui semblait incapable de fatigue ou de peur. Il voit un groupe de ces guerriers céder enfin, jeter leurs armes et fuir du portail de la mort, la terreur dans leurs yeux. La panique est contagieuse. D'autres les voient fuir, et la ligne allemande, qui avait avancé avec une telle férocité, commence à vaciller. La pression sur le mur de bouclier romain diminue. Aquila sent immédiatement le changement. L'instinct animal d'un commandant vétéran lui dit que l'esprit de l'ennemi se fissurait. C'est le moment décisif. Pas pour défendre, mais pour attaquer. « Optio !» rugit-il, la voix rauque à force de crier. « Prenez le 5e siècle, par la porta des Cumana, tournez autour de leurs flancs, frappez-les quand vous entendrez ma corne. » L'Optio, le visage maculé de crasse et de sang, sourit férocement, salue et s'éloigne avec 60 hommes, leurs bottes cloutées martelant le gravier de la Via Principalis alors qu'ils se précipitent vers la poterne de la forteresse. Aquila se tourne vers les hommes postés à la brèche. Leurs bras brûlent d'épuisement, leurs boucliers sont lourds comme du plomb, mais il voit l'expression dans les yeux de leur centurion. « Centurie !» hurle-t-il, levant son gladius bien haut. « Nous les avons tenus. Maintenant nous allons les briser. À mon signal. Nous avançons. Poussez-les dehors. Repoussez-les dans leurs forêts sombres. Pour l'honneur des Bataves. Pour Rome. » Un rugissement profond et guttural lui répond, non de peur, mais de fierté sauvage. Ces hommes sont des auxiliaires, certes, mais ce sont des soldats romains. La cohorte se tend comme un ressort bandé. Ils abaissent leurs lances et serrent leurs épées, leur poids se portant en avant. Crixus prend une profonde inspiration, l'odeur cuivrée du sang emplissant ses poumons. Il ne ressent plus aucune peur, seulement une rage froide et exaltante. Ils avaient enduré. Maintenant, ils allaient détruire. Les châtis étaient venus se moquer d'un fort romain. Ils allaient bientôt apprendre le prix de la plaisanterie. Le cornu sonne. Son appel cuivré n'est pas un signal de défense, mais un cri brut et prédateur d'attaque. Il tranche le vacarme de la bataille, et sur sa note, le mur de bouclier romain explose vers l'extérieur. Ce n'est plus un mur de défense statique. Il devient un moteur de destruction implacable et acharné. Les Bataves, dans leurs rangs serrés et disciplinés, enjambent le tertre sanglant des morts et avancent hors de la porte brisée. Scutum, gladius, caligae, bouclier, épée, bottes, bougent à l'unisson.
Le premier rang enfonce avec ses boucliers une poussée brutale conçue pour déséquilibrer l'ennemi et créer des ouvertures. Alors qu'un guerrier châti trébuche en arrière, un gladius jaillit du mur de boucliers, un coup rapide et mortel à l'estomac ou à la poitrine, puis se rétracte. La ligne avance d'un pas, puis d'un autre. Les châtis, épuisés, démoralisés et psychologiquement brisés par le massacre à la porte, sont complètement pris au dépourvu par cette transition. Ils s'attendaient à ce que les Romains se retranchent derrière leurs murs. Ils n'avaient jamais imaginé que la cohorte meurtrie aurait l'audace, la pure volonté de faire, de lancer une contre-attaque depuis la gueule même de la brèche. Ils reculent en désordre, leurs longues épées et leurs haches inefficaces contre les boucliers romains imbriqués et les épées courtes, impitoyablement efficaces pour poignarder. Crixus avance avec son centurion, son monde réduit au bouclier à sa gauche, l'homme à sa droite et le visage terrifié de l'ennemi devant lui. Il n'est plus seulement un soldat, il est un rouage dans une machine parfaitement synchronisée. Il sent un choc violent sur son bouclier et frappe instinctivement en avant avec le sien, faisant chanceler un guerrier germanique. Avant que l'homme ne puisse se remettre, le batavien à sa droite le poignarde à la gorge. La ligne avance. Il n'y a pas de gloire individuelle ici, seulement une annihilation collective et méthodique. Au moment où les chattes commencent à prendre la fuite en masse, un nouveau son perce l'air sur leur flanc gauche. Le son d'un autre corps romain, suivi par le chant terrifiant et rythmé de soldats en charge. « Victoria! Victoria !» L'Optio et ses 60 hommes du 5e siècle frappent le flanc germanique comme le marteau d'un forgeron. Ils avaient contourné la forteresse à couvert du bruit de la bataille principale et frappaient maintenant la masse désorganisée des guerriers de Gundovald là où ils étaient les plus vulnérables. La surprise est absolue et dévastatrice. Le flanc des chattes se dissout instantanément, passant d'une formation lâche à une ruée d'hommes paniqués, désespérés de s'échapper du piège qui se referme. Gundovald observe depuis la lisière des arbres sa troupe prise entre le marteau de la force de flanc et l'enclume de l'avancée principale d'Aquila. Son armée a cessé d'exister. Ce n'est plus qu'une foule terrifiée, dépecée par moins de 500 soldats disciplinés. L'arrogance qu'il avait menée ici s'est transformée en la cendre amère d'une défaite catastrophique. Il voit sa garde personnelle commencer à regarder nerveusement vers les bois. Sans un mot, il tourne les talons et s'enfuit, se fondant dans les ombres de la forêt, abandonnant ses hommes à leur sort. La bataille se transforme en déroute et la déroute en massacre. Les auxiliaires romains, enhardis par le combat, poursuivent sans relâche les Germains en fuite, les abattant alors qu'ils tentent de s'échapper à travers les champs embrumés. Ils ne les poursuivent pas loin dans les bois. Aquila est un commandant trop discipliné pour cela, mais il s'assure que la leçon soit brutalement apprise. Alors que les derniers chattes disparaissent dans le brouillard, un profond silence s'installe sur le champ de bataille, rompu seulement par les gémissements des blessés. Le sol devant Vetera Castra est un tapis de mort. Le centurion Lucius Valerius Aquila se tient devant les restes brisés de la Porta Praetoria, son armure cabossée, son visage un masque de crasse, de sueur et de sang. Il contemple le carnage, non pas avec triomphe, mais avec la satisfaction sombre d'un artisan qui a vu son travail tenir bon sous la pression la plus extrême. Ces hommes, la 9e cohorte des Bataves, commencent à se regrouper. Leurs mouvements sont lasses mais précis. Ils soignent leurs blessés, récupèrent leurs javelots usés et forment les rangs. Ils avaient fait face à des chances écrasantes. Ils avaient été moqués et sous-estimés. Mais ils avaient tenu la ligne. Ils n'étaient qu'une seule cohorte, un minuscule fragment de la puissance de Rome sur cette vaste et hostile frontière. Et ils avaient prouvé qu'un fort romain n'était pas une cage. C'était un piège tranchant comme un rasoir, et sa discipline était son tranchant le plus mortel. Les pillards germaniques étaient venus en riant.
ils partirent en hurlant, laissant leur mort comme témoignage d'une leçon payée en sang.